Bonjour à Hello, tous. Salut FX. hello, hello, Claire. Rebonjour parce que du coup. Heureux de toute la journée. Bonjour Pierre. Eh oui, encore nous. Et Regarde, en plus on s'est fait. ouais, c'était rapide encore. La maison quand même. Il faut pour les 4 ans. L'avant-dernière émission, là, encore une après nous. Et après, Oui, ça sera la il y a fin. encore le Malheureusement. fonds d'abondement de No Code for Good C'est vrai, c'est sympa là. tout à l'heure. Allez-y. On va en parler aussi, je pense, pendant notre petite heure là. Mais ouais, suivez-les. C'est top ce qu'ils font. Et franchement, super semaine. Excellent. On espère qu'il y aura du monde qui continuera à streamer. Ouais, Pierre dit No Code for Good ferme la marche. On n'est pas à l'abri d'avoir un stream surprise encore cette nuit, je ne sais pas. Tout est possible sur cette chaîne. Il y a peut-être Stan finalement qui hier s'est lâchement enfui. Peut-être qu'il finalement il nous fera sa tier list. On a tout eu hier soir. On a eu un raid et tout. Enfin, Ah oui, hier soir. Ouais. un gros moment. Oh, hello Xavier encore. Toute la journée. Bravo. Félicitations. Salut Cam. Hello Cam aussi. Mais on va profiter d'un petit peu du début peut-être pour parler un petit peu de l'anniversaire de No Code France. Un petit peu parler aussi de cette belle communauté, de petite communauté de 15 000 personnes. Ah oui, moi je dis qu'il s'est vachement enfui. Ouais. Non, mais parce que je lui ai dit, mais attends, on va pas faire un anniversaire sans tier list. C'est scandaleux. Ça, scandaleux. Voilà. J'ai pas eu mon card tout en haut là. Et voilà, je suis déçu. Stan, si tu nous écoutes, on attend ton live ce soir. Je crois que ça va aller. Ah oui, Mais Stan, on a Xavier qui demande des nouvelles de ton CPL. Ouais, je ne l'ai pas reçu encore. Oui, parce qu'Internet n'arrive pas, mais les colis non plus. Bon, c'est Amiens, quoi. C'est la pampa. C'est la campagne, comme on dit. Mais les 4 ans, c'était top. En tout cas, moi, la semaine, là, c'était incroyable. Tous les lives qu'il y avait. Difficile de tout suivre, d'ailleurs. Oui, sauf pour Xavier. Je pense. Mais ouais, difficile. Mais les replays seront sur la chaîne Twitch pendant une semaine. Et après, je pense qu'il y en aura une partie sur la chaîne YouTube No Code France. Et certainement après, peut-être aussi sur des chaînes YouTube des streamers. Mais n'hésitez pas à demander si vous avez raté un stream. Et du coup, donc là, c'est l'anniversaire de l'asso. Donc c'est aussi bientôt l'Assemblée Générale. Les candidatures au conseil d'administration. Donc, n'hésitez pas à venir aussi rejoindre le conseil d'administration de No Code France pour venir animer un petit peu toute cette belle communauté. Ouais. Et notamment dans les avantages des membres de l'association. On en parlera aussi tout à l'heure, mais il y a pas mal de choses qui sont faites par la guilde de professionnalisation et notamment la participation à cette belle guilde qui accompagne du coup ceux qui veulent se professionnaliser dans le no-code. Donc en gros, on accompagne sur tout ce qui n'est pas technique. Voilà, exactement. Parce que le sled, justement, il est là pour toute la partie technique. Bon, même si aussi pour toutes les questions annexes, bien sûr. Mais la partie technique ne fait pas partie, en effet, du scope. Et donc, si vous faites partie de l'association, vous pouvez venir à la guilde pour nous aider, parce que toujours besoin d'aide, toujours besoin de bras. Mais vous êtes les bienvenus, yes. Et salut, Light Discovery. Excellent. Bon, on y va, c'est parti? Yes, ouais, vas-y. Allez, alors on a une petite
petite émission aujourd'hui. Donc, Attends, il y a Camille qui demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Plein de choses. Non, alors, du coup, dans les programmes de la Guilde Pro, on a notamment le mentorat, qui est un peu la partie phare. Donc, on avait lancé un deuxième batch cette année-là, qui s'est terminé cet été. Et on souhaite en relancer un en début de 2025, là. Et donc, l'idée, c'était il y avait 16 paires de mentor-mentorés. Et bon, l'idée, c'est de faire à peu près le même nombre, voire plus si on a. Et ensuite, c'est aussi un peu structurer le mentorat en apportant des ateliers collectifs en masterclass avec des intervenants externes pour comment dire, pour apporter un peu plus de valeur à ce mentorat. Et puis, on a un autre sujet qu'on aimerait bien relancer aussi, ce sont les tables rondes, qui a été un sujet porté pendant 1 an par Baudouin, qui a fait un super boulot. Il y en a une douzaine au total, donc toutes les ressources sont disponibles sur le Notion de la Guilde Pro. Et du coup, on voudrait relancer ce sujet-là parce que c'était vraiment pas mal pour. Il y a eu des beaux échanges et des beaux sujets de traiter, quoi. Donc voilà, il y a du boulot pour ceux qui veulent. Après, il y a plein d'autres sujets qu'on peut faire aussi encore. Et il y a d'autres guildes aussi dans l'assaut, si vous voulez. Ouais, et voilà, il n'y a pas que nous. Après, en effet, il y en a plein. Le streaming, les partenariats, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a diversité, inclusion, les meet-up, l'animation et les ressources pour tout ce qui est le Slack, etc. Et non, donc voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Franchement, venez. Vas-y, Claire, du coup, je t'avais coupé, excuse-moi. Non, pas de souci, pas de souci. Donc, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est un petit peu les conseils de la communauté si vous voulez vous lancer en freelance ou comme professionnel du no-code. Donc, ce sont alors on n'est pas ni FX ni moi des spécialistes juridiques ou autres, mais ce qu'on peut vous partager, c'est un petit peu les conseils qu'on a récupérés un petit peu dans toute la communauté. Donc, c'est tous les experts de la communauté qui ont partagé un peu leurs bons conseils, leurs bonnes idées. Et nous, on a compilé tout ça et on vous le partage. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des idées, partagez aussi dans le chat avec nous. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit peu dans l'ordre, donc un petit peu les questions à se poser avant de se lancer. Donc, dans ce qu'on a vu de ce côté-là, c'est bien se questionner sur tout ce qui est ses contraintes, ses besoins, ses attentes, un petit peu pour savoir finalement pourquoi on a envie de se lancer en freelance, quelles sont les contraintes qu'on peut avoir pour bien réussir à savoir si le freelancing est la bonne solution pour soi ou s'il y a plein d'autres solutions aussi qui existent et un petit peu savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Deuxième question à se poser, c'est comment est-ce que j'aime travailler? Est-ce que j'aime travailler en autonomie? Est-ce que j'aime travailler dans l'exécution, qu'on me donne les tâches, je les réalise et je ne veux pas avoir à concevoir complètement les produits? Et ça peut être un positionnement, ça va permettre de vous aider à définir votre positionnement aussi. Est-ce que j'aime travailler tout seul chez moi? Est-ce que je veux trouver des clients chez qui je peux aller m'installer pour bosser aussi? Donc ça permet aussi de mieux se connaître et de pouvoir ensuite adapter ses missions à ses envies et pouvoir prendre du plaisir aussi dans le freelancing, ce qui est quand même assez sympa. Autre question qui avait été suggérée, est-ce que je veux avoir une spécialisation ou est-ce que je préfère ne pas me spécialiser sur un outil et être plus généraliste? Donc toi, FX, je crois que tu es plutôt spécialisé. Ouais, exactement. Moi, je me suis spécialisé. Et c'est vrai que moi, je suis ingénieur de formation, j'ai fait une reconversion, donc il y a un peu plus d'1 an, justement, dans le no-code. Et j'ai découvert la première porte, c'était par Webflow.
Et parce que je voulais faire des sites internet, ça m'intéressait. Et au bout d'un moment, à force de faire du Webflow, je dis ouais, mais en fait, c'est pas du tout. Enfin, je m'épanouis pas dans ce que je fais. Et je me suis orienté plutôt vers de la web app et donc du WeWeb Xano. J'ai testé des outils au passage, mais qui m'ont pas forcément plu. Et c'est vrai qu'après, du coup, moi, j'ai beaucoup aimé WeWeb et Xano et j'ai dit bah hein, pourquoi aller chercher autre chose alors que ça me plaît et que je suis hyper content là-dedans. Donc en soi, c'est en effet, soit vous vous dites, et je crois que toi, c'est plutôt, tu es agnostique, du conseil sur, bah, moi, je vous conseille d'utiliser plutôt tel outil et puis je peux vous aider à démarrer dedans, et cetera. Ou soit en effet, moi, je réponds juste à un projet en disant: «Ouais, enfin, comme vous voulez, mais moi, j'utiliserai plutôt ces outils-là, si c'est avec moi ou sinon, bah, moi, je vous conseille d'aller voir, un tel ou un tel». Enfin, après, on commence à se faire du réseau et du coup, on peut peut-être orienter aussi, vers d'autres personnes, quoi. Donc je sais pas toi, enfin, toi du coup de ton côté, comment tu procèdes? Enfin, comment c'est Alors moi, intéressant. au départ, je suis plutôt, enfin, j'ai une formation en développement. Donc du coup, je viens plutôt du monde du développement et j'ai eu une formation, qui fait que j'ai testé énormément d'outils, pendant tout mon parcours et du coup, j'arrive pas à me à en choisir un. Et j'aime assez cette approche où, je me positionne plus en conseil effectivement. Alors je réalise aussi, hein, des outils, mais je peux tester beaucoup d'outils et ça m'arrive de conseiller à mon client, d'aller, voir quelqu'un qui est plus spécialiste que moi parce que, bah, on a choisi l'outil ensemble et en fait, je sais que je peux le faire, mais que ça va être beaucoup plus long que s'il fait appel à quelqu'un dont c'est la spécialité. Et donc ça permet, de faire des projets extrêmement différents d'une mission à l'autre. Et moi, c'est ça qui me qui me branche, donc c'est comme ça que je fonctionne plus. Après, je pense que ça peut être bien aussi quand on démarre et qu'on n'a aucun historique dans ce domaine-là, effectivement, de se focaliser sur un outil, et c'est souvent ce qui est recommandé d'ailleurs dans la communauté, de se focaliser sur un, deux, peut-être trois outils, et du coup de plutôt chercher des missions, ne serait-ce que pour chercher les missions, ça simplifie d'avoir quelques outils de prédilection. Exactement et puis, enfin, moi c'est aussi, au début j'ai découvert enfin, quand moi je suis arrivé dans ce monde-là, j'ai découvert un peu donc le no-code via Webflow et je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire un site internet» parce que ça m'intéressait. Puis après, finalement, on découvre que: «Ah mais non, c'est pas trop ce que je veux faire». OK, le monde est hyper intéressant, mais c'est pas exactement ce que je veux faire. Parce que moi, comme je disais, le client qui me demande, «Ah je veux un rond, qui tourne sur lui-même, qui machin et cetera». Non, moi, enfin les animations et compagnie, moi c'est mort. Donc ou le design aussi, c'est mort. Mais du coup, ça m'a permis quand même de découvrir, Figma et Webflow. Et Mmh. après, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je veux faire vraiment?» Est-ce que donc après tu découvres un peu tous les outils, du, Airtable, enfin tous les outils connus, Airtable, Bubble et cetera. Et puis tu dis: «Ah bah, en fait, moi j'aimerais plutôt faire des apps. Ah, mais je veux faire des apps, internes métiers». Enfin, donc du coup, peut-être s'orienter vers du Airtable, du TimeTonic, des choses comme Mmh. ça. Et c'est vrai que, enfin, au début, peut-être se lancer sur un outil, ça permet de se départager. Après, il faut peut-être voir les catégories, identifier les catégories et se dire: «Ah, je vais plutôt dans telle catégorie ou telle catégorie» et puis, se dire, après quel type d'outils on veut utiliser. Ça aussi, c'est une autre question. Enfin, est-ce qu'on veut partir sur, des outils français, par exemple, mettre en avant des outils français en se disant, comme, bah, là, j'ai vu qu'il y avait Martial, heu, Mmh. nous comme Tectonic, par exemple, qui est top, qu'on découvre, «un peu après» entre guillemets, parce qu'en effet, on voit les plus gros outils. Enfin, c'est comme avant, il y avait Coda là et on me disait: «Bah oui, en effet, Notion est partout» et donc du coup, Coda est peut-être un peu moins connu et on le découvre qu'une fois qu'on est dans le monde no code un peu, «avancé» quoi, entre guillemets. Mmh. Mais quitte à tester des outils comme, en effet, Timetonic, Xar, enfin, il y a des super outils français aussi qui existent, quoi. Mmh. Et Logip, je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est cool. Ouais. Et du coup, sur, le Il y a un bon sur point de Martial là qu'il a soulevé, c'est en ah effet, pardon. si on va se spécialiser, il y a des chances en effet qu'on fasse un peu plus de technique, Mmh. uniquement, pratiquement, parce qu'on va dire: «OK, moi je te dev l'outil et cetera».
ou en effet faire plus du conseil et de la stratégie comme fait Claire, c'est-à-dire ok, bah, moi je conseille plutôt d'utiliser tel outil parce que il y a tel avantage, etc. Ou alors celui-là. Enfin. Mais c'est vrai que c'est une super marque martiale. Effectivement, ouais, c'est des métiers éventuellement qui sont différents en fait et qui conviennent pas forcément à tout le monde. Ouais. Donc du coup, maintenant qu'on a envie de se lancer, il faut se former. Alors du coup, est-ce que toi, tu as Ouais. suivi des formations pour te lancer? Alors ça, À c'est part la toujours formation pareil. accélérée de Xavier. Ouais. Non, je pense que tout ça, ça dépend vraiment de soi, entre guillemets. J'ai suivi aucune formation, moi, par exemple, pratiquement, parce que j'aime beaucoup, moi, traîner à gauche. Je suis hyper curieux, entre guillemets, donc je vais voir des vidéos YouTube, et après, j'itère beaucoup aussi. J'aime beaucoup itérer, me planter, dire: «Ah, OK, ça fait ça», je découvre. Je dis: «OK, ça fait ça, OK, bah, je saurai pour la prochaine fois», et cetera, et j'itère. Mais je pense que chacun, est différent là-dessus. Mais en effet, après, il faut prendre du temps à se former. Ça, c'est ce qui prend un peu le plus de temps, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et puis, de toute façon, on se forme en continu. Comme disait Xavier la dernière fois, je lui disais que c'était un peu mon maître, etc. Parce qu'en effet, j'ai appris beaucoup avec lui. Mais il me disait non, il n'y a que des élèves, et c'est pas faux. En fait, on apprend toujours quelque chose et tout. Parce que hier, du coup, en l'occurrence, je savais un tout petit peu plus que Xavier sur quelque chose, mais c'est rare. Mais voilà, comme quoi. Achievement. Ouais, petit achievement. Et ça dépend aussi des outils, comme dit Laetitia. Ouais, oui, ça dépend. Ça dépend des outils. Ça peut dépendre des outils qui sont plus ou moins compliqués à utiliser, en effet. Donc, moi, je suis un peu sur des outils, je pense, qui sont un peu complexes, entre guillemets, qui commencent à être un peu pointus. Mais c'est vrai un time tonic ou des choses comme ça, ou un Airtable est peut-être plus simple à utiliser au départ que du Bubble, du Webflow, enfin tous ces sites-là. Et même quand on voyait le pitch là de Pierre cette semaine là sur les outils pour faire des sites internet, on voit très bien qu'il y en a qui sont quand même beaucoup plus simples à utiliser que d'autres. Et toi, Oui, je sais pas, mais toi, tu as c'est une découvert tous question les logique. outils. Alors moi, c'est un peu comme toi, j'aime bien bidouiller pour découvrir les outils. Alors du coup, ce que je fais moi, c'est que soit je m'invente des cas d'usage pour tester et pour faire un 1er prototype. Alors ça a l'avantage quand on veut se lancer aussi que ça permet éventuellement de faire un portfolio, donc d'avoir un peu déjà un 1er projet qu'on peut présenter à un client pour dire: «Ah regardez, j'ai déjà fait ça». Après il y a bien sûr, le Slack de No Code France qui est un recueil de use cases dans tous les sens et du coup, en fait, aller aider les autres, chercher les réponses aux questions qui se posent. En fait, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, mais tu as des réponses à toutes les questions. Non, mais je cherche en fait, hein, je les invente pas les réponses, je les connais pas, mais le fait de chercher fait que j'apprends aussi. Et je trouve que c'est toujours super intéressant de répondre aux questions des autres. Et après, comme nous le dit Sacha, qui connaît un site pour se former, il y a effectivement des sites pour se former. Il y a pas mal d'équipes qui font de la formation aussi dans le Slack. Il y a des très belles formations qui correspondent qui peuvent correspondre à chacun. Et je pense qu'après, voilà, faut regarder un petit peu ce qu'on cherche dans la formation, mais il y en a vraiment, il commence à y en avoir pas mal. Et YouTube Ouais, aussi. ça c'est sûr. En formation, il y a ce qu'il faut. C'est sur tous les outils, on commence, je pense, sur tous les outils de no-code en général, on commence à avoir un peu de partout des formations qui sont de qualité, etc. Et c'est vrai, comme tu disais, on a de la chance d'avoir un énorme Slack, avec du monde qui pose des questions sans arrêt, entre guillemets, et de répondre aux questions. En fait, en effet, répondre, on peut se dire ah ouais, mais moi je sais pas. Il me pose une question, je ne sais pas y répondre forcément, peut-être pas. Bah, c'est pas grave, on va chercher la réponse, on essaie de trouver le truc, on essaie de trouver la solution. Au pire, on la trouve pas et c'est pas grave, on passera pas. Mais du coup, au moins, on aura appris sûrement quelque chose parce qu'on aura creusé et on aura trouvé quelque chose qu'on n'aura pas fait parce que souvent c'est des use cases qu'on n'aura pas fait. Et après, si quelque chose qu'on connaît, on va y répondre tout de suite. Et donc, du coup, c'est top. Déjà, nous, ça nous permet d'être clair sur, la solution, entre guillemets. Dire, OK, ouais, je sais bien y répondre.
ou alors d'aider quelqu'un, enfin, et d'aider du monde après derrière, quoi. Et moi, en JP, fait, j'ai aussi eu des gens qui m'ont contacté après en me disant ah ben tiens, j'ai vu que tu répondais aux questions sur tel domaine et du coup, est-ce que tu veux c'est comme ça que je suis devenue ambassadrice de N8N et j'ai décroché aussi des missions comme ça, en fait, simplement en répondant aux questions sur le Slack. Donc, ça peut aussi fonctionner Donc, comme ça. allez sur le Slack No Code France, allez-y et répondez aux questions. Et après, il y a Voilà. JP, lui, non, mais qui est un niveau au-dessus, mais voilà, carrément dans les forums des outils, lui, et il y répond très régulièrement d'ailleurs. Mais ouais, sur les forums des outils aussi sont un autre. Après, donc souvent c'est en anglais quand même la plupart du temps. Mais et du coup, vous pouvez aussi aller traîner sur les forums des outils où il y a énormément de soucis, de problèmes à régler, quoi. Et où Ouais. souvent l'équipe de n'a pas le temps de répondre à tous les problèmes. Et je trouvais que c'était intéressant ce que tu disais aussi, c'est que ça permet aussi de gagner en confiance en soi. Et je trouve que ça a été, enfin pour moi, ça a vraiment été quelque chose que la communauté m'a apporté aussi. Le fait de se rassurer, de se dire ok, mais en fait, oui, quand je vends une mission, j'ai la compétence, je peux la faire et je vais apporter de la valeur. Et je trouve que quand on démarre, c'est pas toujours facile. Alors soit on prend une mission et on se dit oh mon dieu, j'ai pris un truc, je suis pas sûre de savoir faire. Soit on essaye de trouver des petites missions dans lesquelles on va s'en sortir, voire on les fait gratuitement pour pas se sentir trop embêté si jamais on n'a pas réussi. Et je trouve que ça aide bien aussi effectivement à prendre confiance, quoi. Et pour ça, du coup, on peut rebondir sur No Code for Good. Justement, on disait qu'on allait sûrement en parler. Et moi, je suis passé par No Code for Good. Enfin, j'ai aidé un projet et que je continue d'aider un peu en parallèle quand ils ont besoin. Mais pour me lancer, où en fait, je venais d'apprendre du web, et typiquement, ils avaient besoin d'aide. J'ai dit, OK, go, OK, je ne suis pas rémunéré, mais c'est pas grave. Enfin, ça me fait de l'expérience, ça me fait de l'apprentissage. Et en soi, l'association, elle y a que à y gagner, entre guillemets, parce que moi, je vais mettre j'y mets tout mon cœur, entre guillemets, pour progresser et aider quelqu'un. Donc, du coup, c'est vraiment un super moyen aussi de se former, de progresser sur les outils qu'on utilise. Et moi, j'en parlais dans la dernière émission de No Code for Good. J'ai décroché ma première mission comme ça, effectivement, en faisant une première mission à tarif solidaire. Et du coup, qui a débouché sur une mission récurrente qui continue là depuis le début de l'année, donc depuis presque un an, quoi. Ouais, donc c'est super. Donc n'hésitez pas aussi d'aller sur le site de No Code for Good pour aller trouver des petites missions à faire, et ce qui permettra de vous lancer aussi et de prendre la confiance en vous, quoi. Alors du coup, maintenant qu'on est sûr de vouloir se lancer, qu'on a fait notre formation, si on est déjà en poste, comment on peut faire pour, quand on est déjà salarié, quoi, pour se lancer comme ça dans le freelancing, parce que ça peut être ça peut faire un peu peur au début de se lancer. Et du coup, moi, je voulais vous parler un tout petit peu de rupture conventionnelle. Alors, rupture conventionnelle, c'est assez connu maintenant, le fait de pouvoir demander à son employeur de partir et de toucher le chômage. Moi, dans mon cas, ça a été complètement refusé par mon employeur. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une démission reconversion. Et je fais juste une petite parenthèse là-dessus parce que c'est pas très connu et c'est super bien comme mode de fonctionnement. En fait, on dépose un dossier avant de démissionner, surtout. On dépose un dossier, on échange avec un conseiller et on prépare une sorte de business case. Et ce business case permet de démissionner, mais de s'inscrire quand même à Pôle emploi. Donc, c'est un business case de reconversion professionnelle. Donc, ça peut être une reconversion professionnelle complètement vers un autre métier. Ça peut être une création d'entreprise aussi. Moi, en l'occurrence, c'était une création d'entreprise. Et du coup, en faisant ce dossier-là, donc c'est plusieurs entretiens réguliers avec un conseiller. Et ensuite, Pôle emploi étudie le dossier. Et s'ils estiment que c'est un projet réel et sérieux, ensuite, on a 6 mois pour partir de son entreprise et s'inscrire à Pôle emploi. Et du coup, toucher le chômage derrière. Et donc, c'est quand même une super belle opportunité de s'assurer quand même un petit équilibre au moment de se lancer, quoi. Ouais, ça, c'est sûr que ça fait partie des choses qui sont vraiment super intéressantes.
Moi, dans mon cas, moi, par exemple, c'était, j'ai profité du fait de démissionner pour suivre ma femme. Et en fait, du coup, ça rentre dans le cadre aussi du chômage, donc il faut savoir ça aussi. Donc, si vous devez démissionner pour suivre votre conjoint, vous pouvez profiter du chômage aussi. Et ce qui m'a permis de me lancer, moi, pareil, en me disant, parce que moi, j'étais dans l'industrie depuis 5 ans, j'étais un peu dans le parcours du salariat. Et en fait, ce qui m'a permis de dire, bah, là, j'ai l'occasion de faire ce qui me plaît, entre guillemets, et de dire, OK, vas-y, go, je me lance, quoi. Mm. Mais vous avez d'autres systèmes aussi, donc notamment, on en discutait avec Sacha, donc tout ce qui est après, pour vous lancer, vous pouvez avoir enfin, différents formats. Donc, soit vous montez votre, enfin, vous partez en micro, soit vous montez une entreprise, en sachant que moi, le souci, en effet, enfin, le souci quand vous touchez le chômage, entre guillemets, si vous me mettez en micro, en fait, proportionnellement, vous avez vos droits qui sont proportionnels par rapport à ce que vous allez gagner, etc. Donc moi, par exemple, j'ai monté une SASU pour pouvoir continuer à toucher le chômage et tout en pouvant travailler et en laissant tout ce que je gagnais dans ma SASU. Mm. Et après, vous avez aussi toute la partie, il y a une partie portage que moi, je connaissais pas trop. Et ce matin, on a échangé avec Sacha là-dessus, justement. Donc apparemment, il y a des boîtes comme Jump qui existent. Mm. Et donc, du coup, je sais pas, enfin, Claire, moi, je connaissais pas trop du tout de ce type-là. Bah, en fait, il y a deux typologies. Il y a des entreprises, effectivement, qui font du portage. Donc, ça vous permet en fait, de signer un CDI, mais du coup, dont le salaire va être conditionné aux revenus que vous allez faire. Et en échange, ils vous prennent toute la partie administrative, tout ce qui est mutuel, enfin, tout ce qui va bien, toute cette partie-là, est gérée de leur côté. Ils portent le contrat. Et effectivement, il y a des entreprises classiques et il y a des coopératives aussi qui existent, coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent de gérer tout ça conjointement. Et franchement, effectivement, on parlait d'entreprises comme Jump. Je trouve que ça se regarde vraiment, du coup, pour se lancer. Et sinon, évidemment, il y a la micro-entreprise. Effectivement, il y a un pourcentage, tu as raison Laetitia, qui du coup est reversé à l'entreprise. Mais là, Jump, je crois qu'on disait que c'était 100 € par mois et je crois que c'est 4% qu'ils prennent par rapport au fait de ne pas avoir à faire sa compta, de ne pas avoir à gérer tout le truc derrière, ça se discute. Ça se discute, hein, aux frais et tout, finalement, c'est vrai qu'en sachant ça, tu fais: «Bon, OK, ouais, bah, finalement, ouais, il y a des gros avantages quand même». Mmh. Hem Alors, et Martial, en effet, tu disais, sur le suivi de conjoint, en effet, il faut une distance minimale, mais enfin, ouais, tu dis 50, je sais pas exactement, mais elle est «assez basse» entre guillemets. Moi, en l'occurrence, je traversais la France, donc ça allait. Ah bah Sacha dit que c'est Faire que du 99 Marseille-Avignon, il y a € sans pourcentage. OK, je pensais qu'il y avait un pourcentage. Oui, donc c'est carrément. bon, bah, voilà. Bon, comme quoi on apprend et voilà, donc mais c'est Et je vrai que crois ça même enfin, ça qu'ils fait suggèrent des optimisations. Ils peuvent te suggérer de faire une partie en micro et enfin bon, ouais, ça permet vraiment d'être accompagné. Après, il y a aussi beaucoup enfin, ça s'est beaucoup amélioré de ce point de vue-là aussi pour vous aider à choisir un statut, à choisir, à gérer la compta et tout. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a d'ailleurs l'URSSAF qui a des simulateurs de salaire en fonction du statut d'entreprise, et je trouve que c'est assez intéressant, quoi. Et des services comptables en ligne, ouais, effectivement. ouais, Mais bon, exactement. ils font Enfin, il pas y a de plus en plus. tout, ils font pas toujours tout à ta place, service comptable en ligne. Des fois, vous vérifiez. Ouais, non, il y a des trucs à faire, c'est sûr et encore, mais ça devient des services où quand même qui sont «très pratiques» entre guillemets quand on se lance et Mm, qui sont de plus en plus pratiques. Enfin, c'est top. mm. On avait d'autres comme sujet, après, ouais, donc décrocher sa première mission, heu, donc c'est toujours, après là, on entre dans le vif du sujet un peu, donc en effet, de trouver les clients. Mm. Alors, pour moi, mon expérience, enfin, par exemple, j'ai toujours eu, alors je sais pas si c'est de la chance en tout cas, mais
je me suis inscrit sur Malte, par exemple, Mm. et j'étais peut-être dans la période où, entre guillemets, WeWeb Xano était un peu moins connu, entre guillemets, maintenant. Et du coup, j'ai eu tout de suite des missions, en fait. Donc, c'est hyper bien passé. Mm. Mais je sais que ça peut être compliqué. Et j'ai pas eu trop besoin de prospecter euh, donc, sur cette partie-là. Après, je sais que j'ai eu aussi, moi, des personnes qui sont venues vers moi parce que je répondais aussi à quelques questions sur le Slack et c'est pareil, comme disait Claire, ça apporte quelques leads. Donc, c'est intéressant cette partie-là aussi. Et après, moi, j'avoue que pour le moment, j'ai pas eu besoin d'aller faire de la prospection pour rechercher des clients. Enfin, ça, Moi, du coup, j'ai eu No Code for Good. J'ai eu quelques missions par Malte, mais j'ai eu aussi des mauvaises expériences par Malte, des rendez-vous avec beaucoup de no-show, je trouve, par rapport au nombre de rendez-vous. Sans excuse, sans rien. Donc, un peu frustrant, je trouve, de ce côté-là pour Malte. Puis c'est difficile, je trouve, de se placer en termes de prix. Et du coup, alors, parce que ça, c'est une question qui revient souvent, comment je me positionne en termes de prix. Mais c'est pas évident au début. Et Malte a tendance, je pense, à tirer un peu les prix, j'allais dire vers le bas. Tout le monde est expert de quelque chose sur Malte, donc c'est toujours un peu. Moi, ce qui m'avait surprise, c'est que les gens en fait voyaient une chose dans mon profil et me contactaient que pour ça. Et des fois, pour faire des choses, c'était un peu: «J'ai vu ça dans votre profil» et du coup, j'avais une mission pour faire complètement autre chose, donc c'est assez bizarre, je trouve. OK. Ouais, c'est marrant, enfin, comme quoi, mais là, il y a aussi Martial qui dit, et Xavier qui disent Malte, Mmh. jamais réussi ou quoi que ce soit. Mmh. Mais c'est vrai que enfin, c'est dingue les différences qu'il peut y avoir. Alors, je sais pas pourquoi, et oui, les Malte, les TJM est tiré vers le bas, oui, bah, c'est sûr, avec le monde qu'il y a, entre guillemets. Enfin, bon, c'est toujours, ça reste une plateforme avec du monde dessus, quoi. Enfin, Mmh. donc forcément, même moi, hein, au début, en tant que débutant, entre guillemets, j'ai mis un TJM qui était vraiment faible, entre guillemets, en me disant, bah, on a toujours le syndrome de l'imposteur au début en se disant bon, mince, enfin, je sais pas si je vais réussir ou quoi que ce soit, parce que ce sera une de mes premières missions. Mmh. Mais en fait, là, enfin, faut se lancer et y aller. Mmh. Ouais, Pierre dit que lui, ça a lancé son activité il y a quelques années. Après, je pense aussi que du coup, quand tu te retrouves à bien fonctionner sur Malte, tu es plus mis en avant et ça peut aller très vite, quoi. Mmh. Ouais, ouais, enfin, oui, ça, on le voit aussi, que tu es un peu mis en avant et que du coup, tu as de plus en plus de monde qui te contacte. Enfin, mais ça, c'est sûr Mmh. que tu as cet effet-là, ouais, aussi. Mmh. Mais du coup, après, enfin, toi, tu as pas eu besoin de prospecter non plus trop ou Pas trop, pas trop. J'ai plutôt, après moi j'essaye de faire plutôt des missions, pour des associations ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire et du coup, c'est relativement un petit monde, et du coup, c'est plus du bouche à oreille qui fonctionne pour moi. ouais. Ouais, ouais, après, bah, tu as ça, c'est sûr que mais Xavier, on comprend, hein, pourquoi ça fonctionnait pas. Enfin, moi, Tu je n'as t'aurais pas de pris prix, direct. Xavier. Moi, je t'aurais C'est pas cher. franchement, à ce prix-là, c'était pas cher, ouais. Moi, je t'aurais Mmh. pris direct, hein. Mmh. Et heu et oui, en effet, enfin, il y a peut-être, comme disait Martial et Pierre, il y a peut-être une question de se lancer «au bon moment» entre guillemets, parce que, bah, moi, quand je me suis lancé, j'avais mis, du web, Xano tout de suite et Mmh. c'était il y a 1 an et donc il y avait sûrement moins de monde, quoi. Enfin, je veux dire, peut-être que si, Pierre, à ce moment-là, je sais pas quand tu t'es lancé, c'était il y a quoi, toi, il y a 4 ans? Et c'était sur quoi? Sur du Airtable et cetera, et Airtable et Bubble, il y avait pas encore «trop de monde» entre guillemets, enfin, Mmh. ça a commencé à à se faire connaître, quoi, Bah, en fait, je pense que ce qui est difficile, c'est que, soit tu es vraiment un expert de quelque chose
Du coup, tu peux mettre des prix assez élevés et les gens vont venir te chercher vraiment pour cette expertise très pointue. Soit quand tu démarres, tu as tendance à mettre un TJM un peu bas et j'ai vu passer un message tout à l'heure de quelqu'un qui disait, je crois que c'est Martial, qui disait des calls avec des gens qui veulent tout pour rien et qui te disent combien de temps ça va te prendre. Voilà, et tu te retrouves pas mal avec des choses comme ça où si t'as pas assez boosté ta confiance en soi, tu te dis je suis censée accepter. C'est ma première mission, il faut absolument que je la décroche. Et du coup, je pense quand on n'est pas trop cher, il y a un énorme côté prix qui drive le besoin du client, enfin la décision du client. Et par contre, après, effectivement, quand on est expert, ça peut permettre d'être trouvé, quoi. Mais effectivement, il y a aussi, comme tous les réseaux sociaux, quoi, le fait de réussir à sortir de la masse. Oui, et puis après, une fois que vous êtes lancé un peu, vous allez avoir le bouche à oreille, ce qu'on disait, ça fonctionnait vachement, le réseau. Après, il y a quelque chose que moi j'ai pas fait personnellement, par exemple, c'est rien qu'à former. Je sais que je l'ai vu plusieurs fois, mais rien qu'à former son réseau que maintenant je suis devenu à mon compte, je fais à mon compte des apps, du conseil pour mettre en place des process, optimiser vos process, etc. Ça, rien que ça peut fonctionner parce qu'en fait, il y a plein de monde qui va se dire au moment où ils en ont besoin, ils vont se dire mais j'avais vu passer que FX, que Clipper fait ça, et en fait, ou ils vont le dire à un proche en disant mais attends, moi j'ai quelqu'un qui. Et donc vous avez ça En aussi, fait, informer peut-être votre réseau, discuter avec votre réseau en disant voilà, je me lance. Ouais, tu as tout à fait raison. Ça fait que derrière, les gens, ils vont entendre quelqu'un dire mais je suis en train de faire une app. Attends, je connais quelqu'un. Et ça marche aussi très, très bien, quoi. Ouais, Même exactement. pour faire des petites missions pour démarrer, quitte à faire des missions bénévoles, c'est quand même, ça peut être intéressant de les faire par bouche à oreille, quoi. Et après, dans le freelancing, effectivement, ça peut aussi être des alternances de périodes de mission et de prospection. Donc, du coup, gérer un peu ce truc de communiquer, je pense, assez régulièrement pour que, au moment où une mission s'arrête, il y en ait d'autres qui soient éventuellement prêtes à démarrer, quoi. Ça peut être. Ouais, après, voilà, ça, être en recherche permanente aussi, avoir toujours un peu quelque chose, être toujours à l'écoute, quoi, parce que dans les tuyaux, parce que au moment où ça s'arrête, pas se retrouver avec plus rien, et du coup se dire là, faut que je cherche ou quoi que ce soit, quoi. Donc toujours rester un peu en alerte quand même, en se disant, pire, au fur et à mesure, on va se faire un réseau et du coup, on renverra les projets vers quelqu'un d'autre. N'hésitez pas, et c'est pas grave. Cette personne-là, sûrement, elle vous le renverra un jour. Donc voilà. Rester en alerte aussi, même si tout va bien, entre guillemets. Et ne Ne cramez cramez pas pas tout tout votre. votre café. Mais tu as tout à fait raison, Xavier. Dans les conseils qu'on avait recueillis, il y a quelqu'un qui disait, qui conseillait de garder au moins 50% des gains dans l'entreprise pour couvrir les factures et gérer les périodes un peu plus difficiles éventuellement. Essayer de garder toujours un peu d'argent dans l'entreprise pour gérer ça. Et dans les autres étonnements que j'avais vus, c'était le combien de temps il faut pour se verser un salaire, parce que les gens ont toujours l'impression que le freelance, il a de l'argent, plus savoir qu'en faire, il est super riche, il a une Lamborghini cachée dans son sous-sol et tout. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Déjà parce que je suis aussi en SASU, donc l'État prend une bonne partie aussi de ce qu'on gagne. Alors j'avais trouvé dans une des conversations, j'avais trouvé ça intéressant, j'avais très envie de lancer un sondage dans la communauté là-dessus, sur au bout de combien de temps, en tant que freelance, vous avez réussi à vous payer un SMIC. J'avais trouvé ça très intéressant comme question. Et les réponses tournaient autour de 12-18 mois. Donc, il faut quand même l'avoir en tête, quoi. C'est pas immédiat. Oui, tu as raison, Pierre. La TVA, l'URSSAF, les impôts en fin d'année, il y a beaucoup de choses à payer. Les CFE là qui sont tombés, mais après, en effet, en micro-entrepreneur, c'est pareil, il y a tout ce qui est URSSAF qui vient. Mais oui, première année, c'était de l'argent de poche, ouais. Ouais, c'est vrai que au niveau d'un salaire, ouais, ça c'est sûr, hein. Faut pas penser non plus, tout ce qu'on voit, c'est en effet, on peut faire du chiffre entre guillemets, mais avec tout ce qu'il y a,
payer entre guillemets derrière, il reste pas tellement, etc. Et se payer derrière, ça peut ne pas être pas évident, quoi. Donc pas penser non plus, du jour au lendemain, je vais rattraper mon salaire que j'avais avant, quoi. Mmh mh. Ah, moi directement, mais je me suis lancé avec un client. Ah ouais, bah ça Ouais, après, ça peut être ça aussi une opportunité, hein, c'est pareil. En se mmh, disant, vous avez une expertise ou je sais pas quoi et vous vous dites et d'ailleurs ça se fait ça se fait, hein. Vous avez mmh, une expertise et vous dites: «Bah, en fait, moi je quitte mon boulot pour mmh, exercer mon expertise et en plus j'ai déjà mes clients» parce qu'en fait, j'ai la boîte dans laquelle je bosse même, hein, en disant, mmh, bah, au bout d'un moment, en discutant avec elle, en disant: «Ah bah, écoute, moi en fait je vais me mettre à mon compte, donc si tu veux, je bosse pour toi» et cetera, quoi. Ça peut être, mmh. ça peut être, une bonne raison, quoi. Voilà, 9 mois et Voilà. enfin, il y a Pierre qui disait, je sais plus, 1re année de l'argent de poche, donc plutôt dans la 2e année. Mmh, Moi, c'est à peu près pareil, enfin, pour le moment, je me verse pas de salaire, par exemple, mmh, mais voilà, ouais, donc oui, ça peut prendre, ça prend du temps, quoi. mmh. Et en même temps, j'avais fait avant de me lancer en entrepreneuriat un parcours de reconversion, de bilan de compétences et il nous avait donné un conseil que j'avais trouvé très intéressant justement sur cette, peur un peu financière, qu'on peut avoir, qui était de dire que finalement on épargnait un petit peu, toute sa vie. En France, on est assez en général, assez tourné vers l'épargne et tout ça et en fait, on épargne toute notre vie pour faire des projets et le formateur nous avait dit: «Mais en fait, si, changer de vie, c'est pas un projet, qu'est-ce que c'est, quoi?» J'avais trouvé ça intéressant, en fait, de se dire, finalement, ben, oui, j'épargne pour m'acheter une maison, j'épargne pour m'acheter une voiture, ben, en fait, j'épargne pour, financer mon changement de vie. C'est aussi quelque chose, qui peut se regarder quand on peut, bien sûr, mais voilà, ça peut aussi être quelque chose à envisager Mmh. pour Ah, au moins intéressant, pour, ouais. dépasser un peu ce blocage de, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas de salaire jour 1, quoi. Si. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Point suivant, tu veux qu'on attaque? Ouais, ça marche. Alors là, on attaque, des sujets un peu plus, contractuels. Ouais, On part sur celui-là. heu Du et où là, ça va être marrant. Alors du coup, on avait envie, de vous parler un petit peu, d'un débat, bah, qui a eu il y a pas très longtemps d'ailleurs, sur le Slack, sur, les contrats et les engagements de moyens et les engagements de résultats. Donc sachez que quand vous vendez une mission, vous pouvez vous engager sur les moyens à mettre en œuvre ou sur le résultat. C'est ce qu'on appelle, la régie et le forfait communément. Et en fait, si vous vous engagez sur le résultat, vous dites à votre client: «Ça va te coûter tant et tu auras quelque chose à la fin». Si vous faites ça, il est impératif de bien définir ce que vous allez lui livrer à la fin et de bien définir, pour ne pas, que le périmètre s'étende parce que le périmètre a tendance à s'étendre, un peu tous les jours, hein, Très donc rapidement très et rapidement. Et du coup, tout ça, ça se contractualise, ça s'écrit. Alors en France, en fait, si vous êtes en dessous de 5 000 €, vous avez normalement juste un mail, c'est suffisant, hein, pour faire, office de contrat. Si vous faites un devis, ça fait office d'engagement aussi de votre part. C'est pour ça que c'est important de mettre une date de validité sur un devis et dans les conseils des freelances, il y en a qui nous disaient qu'ils ne démarrent jamais une mission tant qu'ils n'ont pas eu un acompte, ou tant qu'ils n'ont pas bien clarifié soit le périmètre, soit les moyens. Donc les moyens, ça peut être de dire: «Je travaillerai pour vous, 1 jour par mois» ou ou voilà. Mais de bien poser ces éléments-là parce que sinon on se tape dans la main, on se dit: «Tout va bien» et le jour où ça va plus, bah, on se rend compte qu'on n'avait pas compris la même chose au début, quoi. c'est surtout le jour où ça va plus, en fait, que ça va parce qu'au début, tout roule et cetera. Puis finalement, enfin, il va y avoir des choses sûrement qui vont s'accumuler, mais il faut pas déroger, en fait. Il faut se dire, Mmh. ça peut être compliqué, hein, au début, parce qu'en effet, on se dit: «Ah ouais, je vais dire oui à tout, parce que comme ça va être super» et cetera. Non, non, Mmh. faites vous cadrez vraiment votre mission. Vous dites: «OK, Mmh. moi je fais ça, tant et ça sera pas plus.
et bon, ce sera pas moi, mais ce sera pas plus, quoi. Ça sera je ferai ça et c'est tout et ça, il faut vraiment enfin, ça peut être difficile, mais et en effet, après, donc il y a Xavier qui dit, «J'ai jamais d'acompte». Moi non plus, jamais trop demandé parce que c'est après chacun sa nature entre enfin, j'ai envie de dire, c'est Mmh. peut-être la nature ou je sais pas, mais moi je suis plutôt de nature à faire confiance en l'occurrence. Donc donc du coup, mais cadrez bien. Enfin, vous dites: Mmh. «OK, je développe telle chose et ça sera telle fonctionnalité» et dès qu'il y a quelque chose qui sort, c'est: «Attends». On rappelle au client: «Non, ça c'était pas prévu à Mmh. la base, à l'origine. Donc si tu veux, on le met de côté. Moi, je te le chiffre et on en reparlera après quand, j'aurai fini ma mission. On pourra, continuer et se dire: "OK, ben, je te referai un devis ou je te refais un devis tout de suite, ça sera tant et cetera. Ça prendra Mmh. tant de temps" et donc voilà. Mais cadrer, cadrer, cadrer Ouais. surtout. Mmh. Important. Je pense que l'acompte, c'est plus quand on fait des choses qui sont effectivement en phase ou en package. Effectivement, sur une mission qui est plutôt facturée au temps passé, on facture plutôt a posteriori. Et je vois dans les commentaires que tout le monde est d'accord, tant qu'il n'y a rien de signé, on ne démarre pas. Tant que le client ne s'est pas engagé, parce que ça peut arriver aussi de commencer à travailler, puis qu'en fait le client dise ah ben non, ben, j'avais pas signé. Donc voilà, faut aussi faire attention aux incompréhensions dans ce genre de situation. Et effectivement, Pierre nous dit dire non une première fois le plus rapidement possible, parce qu'au bout de quelques oui, on n'arrive plus à dire non. Et effectivement, moi j'avais rencontré des gens qui disaient moi, tu me demandes quelque chose, je te dis non, et après on peut discuter. Voilà. Ouais. Et Ouais. c'est Ah mais c'est vrai que c'est une manière c'est compliqué de dire non, enfin, surtout en plus quand on se lance, on se dit: «Attends, moi je me lance, enfin j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire des choses et cetera». Non, mais dites non, enfin, c'est pas grave. Le client il va pas dire: «Ah bah on arrête tout, c'est bon, c'est mort, machin, moi je me barre et cetera». Non, non, enfin, vous dites non, on en rediscutera, mais c'est pas ce qu'on avait prévu. Donc on en rediscutera. Mais c'est pas grave, enfin, le client il va pas dire: «Ouais, c'est bon, machin et cetera». Non, non, enfin, garder à l'esprit que une c'est pas relation forcément facile pour lui de retrouver un autre freelance et de repartir oui, enfin souvent on repart à à zéro 0, quand on reprend un autre freelance. Donc du coup, vous avez le droit aussi, mais et ça fait partie aussi de quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est le devoir de conseil. En fait, en tant que prestataire, vous avez un devoir de conseil vis-à-vis du client. Et ce devoir de conseil, c'est aussi lui dire quand c'est pas pertinent ce qu'il est en train de faire. Voilà, on ne doit pas, on n'a pas une obligation de dire oui à tout ce qu'il demande. C'est important de l'avoir en non, tête, mais et voire même on peut être poursuivi pour ne pas avoir apporté des conseils pertinents. en disant ouais. Il y a Lucas Indy qui demande si quelqu'un fait CGV. Moi personnellement non, mais enfin je sais pas toi, Claire, ou si dans la Non. commu là, Pierre, Effectivement, il y avait eu une discussion là-dessus. Il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu le temps de creuser plus loin le sujet. Je ne sais pas si les CGV et le contrat sont substituables l'une à l'autre. là-dessus, qui a son C'est pied une le très bonne premier. question. C'est quelque chose qu'on va Ouais, creuser, Luc, qu'on va rajouter dans le document. intéressant. Après, de toute façon, enfin souvent, donc du coup, tous les sujets dont on discute là, souvent vous avez le Slack, vous avez tout le document qu'on a compilé là, mais vous avez aussi la fameuse app No Code Mmh. France qui a été développée et qui en fait est un archivage de tout le Slack qui s'est passé depuis, si je ne m'abuse, 2020, c'est ça Pierre? Enfin Pierre saura mieux Mmh. répondre que moi, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est depuis 2020. Donc en fait, vous pouvez retrouver toutes les ressources. Donc en soi, et Claire sur le document de Mmh. récap a souvent mis un lien vers les discussions, et cetera. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le doc et l'app. On peut partager peut-être un lien vers l'app. Et, mais, Il y a le mais voilà, bento. vous avez tout. Pierre va nous mettre le lien du bento où il y a tout dedans. Yes.
vous mettre le lien bientôt. Je ne l'ai pas encore enregistré, sinon, mais yes. Alors, Pierre dit, en fait, c'est compliqué de partager ses CGV parce que ça devient du conseil légal, c'est délicat. Je veux bien partager mes CGV, mais si quelqu'un a un problème avec et se retourne contre moi, c'est moi qui serai coincé. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, ça devient plus complexe, quoi. En sachant que, souvent, ça va dépendre des clients, mais les clients ont sûrement beaucoup plus de moyens que vous, entre guillemets. Ça peut devenir complexe, entre guillemets. C'est un bon Mais point à creuser. Faites un devis vraiment détaillé, avec le plus détaillé possible. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Faites pas une phrase, structurez le devis, vraiment. Et déjà, rien que ça va vous permettre de vous appuyer dessus lorsque le client va vous demander quelque chose, vous direz non, regarde, tu as signé ça, on a défini ça au départ, parce que tu me demandes, c'est pas écrit dedans, ça rentre dans aucun des points ou quoi que ce soit, on n'en avait pas discuté au début, donc voilà, donc on remet ça plus tard. C'est pas grave. Je le chiffrerai et puis voilà. Enfin, c'est ce qu'on disait, le client, il va pas vous dire. Et Pierre, j'ai vu que Pierre l'avait dit, ils sont pieds et poings liés un peu avec les prestataires. C'est difficile d'en retrouver un autre. Oui, tu as tout à fait raison, Pierre. C'est une proposition détaillée de plusieurs pages, un devis. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc dans le Notion qu'on vous a partagé tout à l'heure, il y a aussi des suggestions de templates, de contrats, de choses comme ça. Et moi, j'en avais trouvé un que j'ai mis dedans, que je trouve qui est très très bien fait, parce qu'il indique aussi toute la partie obligation du client. Et notamment le fait que le client a une obligation de contenu, de fournir des contenus, d'être disponible, parce qu'on a vu aussi pas mal de missions où le client ne répond plus et ne répond pas à vos messages, et donc vous êtes en train de travailler, mais en fait, il n'y a plus personne en face. Il y en a qui font des forfaits avec des dates limites de consommation, enfin des choses comme ça. Et donc, du coup, on va repartager le lien à Fed. Ouais. Mais du coup, voilà, ça permet aussi de décrire un peu tous ces éléments-là et d'avoir d'engager aussi le client et qu'il réalise bien que c'est pas juste tu fais et après j'utiliserai, c'est aussi une contribution de sa part, quoi. Donc ici, voilà, tu retrouves tous les conseils qu'on a compilés et tu auras des liens dedans avec vers différents, comme dit Claire, vers des contrats ou des choses comme ça, ou vers les discussions, vers l'application de No Code France, justement. Pierre, c'est l'application de No Code France, ton projet qui est passé de 6 mois à 2 ans à cause de ça. En même temps, Pierre n'avait pas trop le devis ou la proposition commerciale avait disparu, ou je ne sais pas où est-ce qu'elle était, mais en effet. Mais je trouve que c'est important, autant pour le client que pour soi. En fait, ça permet aussi de forcer le client à se poser, à réfléchir à son projet. Et on en parlait hier pendant votre live aussi avec Xavier sur le fait de construire la base de données et de dire quand on la construit avec lui, en fait, il se sent plus engagé dans le projet. Et des fois, c'est aussi ça, quoi. Ouais, l'implication. Ouais. Sur l'app. Ah, désolé Pierre. Désolé. Exploser le budget. T'inquiète pas, on a 71 centimes pour rembourser les dépenses. Ouais. Du coup, alors je vais passer un peu rapidement, mais sur toutes les parties un peu plus légales. Alors c'est pareil, moi c'est ce que j'aimais bien aussi dans mon template de contrat, c'est qu'il y a toute une partie protection des données personnelles, RGPD, mais effectivement, normalement, il faut avoir un registre de traitement des données, même en tant que freelance. Donc il y a beaucoup de ressources aussi là-dessus qui sont partagées, qui peuvent vous aider. Alors c'est pas obligatoire d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle. Je sais plus quels sont les seuils, mais c'est obligatoire dans certains métiers, mais pas dans tous. Par contre, c'est super intéressant parce que ça vous permet, si vous allez chez votre client, notamment de vous protéger si jamais il y a un accident chez le client, ça peut arriver. Et moi, j'en ai pris une dans laquelle il y a une assurance cybersécurité. Donc si jamais je me fais hacker les données de mes clients, et je trouvais ça assez rassurant aussi d'avoir. C'est bien, ouais, c'est bien pratique ça, par exemple.
surtout Mmh. souvent dans ce qu'on fait là, justement, dans le no-code, et cetera. Donc ça peut être vraiment bien utile. Mmh. Et tu disais justement, enfin, je voyais Pierre, qui disait: «Des clients sont clairement incapables de décrire ce qu'ils veulent». Il y a aussi, enfin, on n'en a pas trop discuté, mais lorsque vous Mmh. échangez avec des prospects, et cetera, si vous le sentez pas, n'y allez pas. Enfin, Mmh. souvent, enfin, après vous faites comme vous voulez, mais si ça se passe pas très bien au début et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a de grandes chances que derrière, ça se passe pas bien du tout. Donc Mmh. lorsqu'il y a un client ou un prospect ou enfin, je sais pas, vous me dites: «Ah ouais, mais ça, je le sens pas», n'y allez pas, enfin, vous forcez pas à y aller. Mmh. Ou sinon après vous allez sûrement le regretter en vous disant: «Ah ouais, mais pourquoi? Enfin, là, je suis embêté, je suis emmerdé, il m'embête toutes les 2 secondes», et cetera. Donc heu, donc voilà, enfin, vous cadrez Mmh. au maximum, enfin, des choses comme Mmh. ça. Et Ouais. alors on va pas forcément avoir le temps de rentrer là-dedans, mais il y a tout un tas de ressources. Il y a eu une table ronde, et je pense aussi à une vidéo de la No Code Week l'année dernière, du coup en anglais, mais qui était super intéressante, sur, le cadrage de projet. Et du coup, il y a des méthodos pour vous aider à cadrer les projets. Et sachez qu'il y a beaucoup de freelances qui facturent ces phases de cadrage, parce que sinon, enfin voilà, on a tendance à penser que le cadrage, c'est pas, ça se facture pas. Ben si, ça peut se facturer. Et en fait, les clients ne sont pas forcément choqués quand on leur dit, quand on fait un premier rendez-vous, qu'on leur explique que c'est un gros projet qui a besoin d'une phase de cadrage et qu'on facture ce cadrage. Voilà. Je sais que c'est pas forcément intuitif, mais ça peut très bien marcher. Tout à fait, ouais. Dernier petit point dans les obligations légales. Alors il y en a d'autres, hein, des obligations légales, hein, mais on les a pas toutes citées là. Oui. Mais je fais juste aussi une petite aparté sur les données de santé, parce que c'est un sujet. Donc on a des personnes, j'allais dire une guilde, mais non, c'est pas une guilde, un channel qui est très actif dans le Slack qui s'appelle Domaine e-santé, qui fait régulièrement des lives, qui en a fait un cette semaine et qui explique un peu, qui aide à choisir des outils, parce qu'en France, on a une norme qui s'appelle HDS, hébergeur de données de santé, et donc on ne peut pas stocker des données de santé n'importe où. Donc c'est assez facile d'aller voir un client et de dire: «T'inquiète pas, j'ai un super truc chez Google et tout ça». Voilà, les données de santé, alors c'est très large déjà, les données de santé, mais ça démarre enfin, tout ce qui peut toucher à la santé de quelqu'un. Donc le fait de savoir, par exemple, moi j'ai avec un client où on traite des cas de famille endeuillée. Donc une famille endeuillée, le fait de savoir qu'elle est endeuillée, c'est enfin, ça veut très souvent dire Ouais. accompagnement psychologique, et donc c'est déjà une donnée de santé. Voilà, donc Mmh. c'est assez large, la donnée de santé, et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et il y a des solutions. On a des très, très belles solutions en France qui existent et qui permettent de gérer ce type de données, et on a une communauté très active là-dessus. Si jamais vous avez des missions spécifiquement là-dessus, n'hésitez pas aussi à aller, mettre des messages sur, les channels comment faire en no code et tout ça, pour dire: «Bah, voilà, je travaille sur tel sujet, si vous avez des idées, aidez-moi à trouver les bons outils». Aidez-moi, pitié. Non, mais oui, en effet, enfin, hésitez pas à poser vos questions aussi, enfin, dans les channels, vous pouvez y aller, Mmh. il y aura sûrement quelqu'un qui vous aidera. Et après, qu'est-ce que donc une fois qu'on était lancé, beh, ça, on en a parlé un peu, le run courant une fois que vous êtes lancé. Donc en effet, enfin, au niveau financier, pas tout cramer le cash comme disait Xavier, gardez-en, parce que vous allez avoir des factures à payer, et cetera. Vous allez avoir des imprévus, enfin, dans le sens où vous allez pouvoir peut-être avoir un temps mort entre 2 missions, parce que vous allez pas réussir à enchaîner 2 missions, des choses comme ça. Mmh. Donc bien gérer tout ça. Heu, il y a un point gestion des comptes utilisateurs, ouais, donc cette partie-là, Donc là, l'idée, c'était un petit peu, il y avait une grande conversation là-dessus sur, qu'est-ce que vous mmh, utilisez comme compte pour travailler? voilà, toujours la grande Heu, question. c'est toujours une grande question. Alors idéalement, on essaye d'utiliser les comptes du client
quand on peut, ou des comptes agences, puisque ça existe de plus en plus sur les outils, des comptes agences. Mais sinon, moi, j'essaye toujours de faire créer les comptes par le client, enfin, ou en tout cas de lui créer sur une adresse mail qui est chez lui. Et du coup, que la facture tombe chez lui, surtout. Parce que sinon, on peut Ouais, se je comprends. retrouver aussi à avoir la facture qui arrive chez soi. Et c'est aussi un des points à expliciter dans les contrats. Dire, je vous propose une solution, cet outil-là, il va vous coûter tant. Et c'est vous qui allez payer. C'est pas moi qui prends à ma charge. Ne serait-ce que parce Exactement, que... ouais, bien être clair là-dessus. Ouais, vas-y. Bien être clair là-dessus en disant, voilà, je vais utiliser tel outil, tel outil, la stack, ça vous coûtera, tant, enfin, tous les outils vous coûteront tant, donc pour faire tourner votre projet, ça vous coûtera tant par mois, et cetera, ou par an, parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui font aussi payer à l'année, enfin, où vous allez avoir les remises, et cetera. Et en effet, après, essayez, une fois que vous êtes lancé, s'il y a des outils qui ont des comptes agences, essayez de prendre ces comptes agences. Ça vous coûte sûrement plus cher, un peu plus cher. Enfin, ça va vous coûter plus, mais au moins, vous aurez tellement plus de flexibilité parce qu'au moins, vous dites au client, vous embêtez pas, vous créez votre truc, vous m'invitez. Moi, je n'ai même pas accès à votre compte, donc au moins, il n'y a même pas de ces discussions-là. Donc voilà, donc essayez de prendre, de prendre un compte agence dès que possible, entre guillemets, si c'est possible. Et après, en effet, soyez clair en disant, voilà, moi, ça sera vous qui c'est vous qui payez. Ou alors après, vous faites peut-être un contrat ou des choses comme ça, mais je sais pas comment. Enfin, moi, j'ai jamais fait, mais entre guillemets, ok, on fait un contrat comme quoi tous les mois c'est moi qui le paye, mais voilà, enfin, vous devez tant, mais plus délicat entre guillemets. Compte agence Alors, détenu par qui? Bah, le compte agence, la plupart des outils, c'est en fait c'est toi qui te crée un compte agence à ton nom. Et après, chaque outil a un peu sa spécificité, mais la plupart du temps, ça va être le client va pouvoir se créer un compte sur l'outil et après t'inviter gratuitement dans son espace et tu vas pouvoir travailler sur son espace, quoi. Donc la plupart du temps, c'est toi qui vas avoir le compte et c'est toi qui te crée ton compte. Et en effet, c'est hyper pratique dès que tu as plusieurs clients, au moins dans ton même espace, tu vas avoir tous tes clients et tu peux aller dans chaque espace des clients. ne C'est quand serait-ce même que beaucoup parce plus que pratique. jongler avec tous les mots de passe de tout le monde, c'est pas toujours facile. Voilà. Investissez dans un gestionnaire de mots de passe aussi, ça aide Moi, bien. je conseille Bitwarden, par exemple, qui est gratuit, open source et tout, mais après, vous faites. Mais oui, en effet, après, comme dit Claire, il va avoir tout le souci de dire, une fois que vous allez avoir plusieurs clients, de gérer, je sais pas combien de comptes, ça peut devenir un peu galère. Je Mais ne sais les pas outils du se tout mettent de comment plus en c'est plus géré. à créer des espaces agences, Ouais. freelance, des choses comme ça. Donc, ça existe de plus en plus. Donc, essayez de vous renseigner sur cette partie-là. Et du coup, moi, sur des outils, typiquement, là, j'ai eu le cas où sur Make, par exemple, on a besoin que la personne fasse des connexions. Soit on fait une réunion et on le prend par la main pour lui faire les différentes connexions. Et comme ça permet de même pas avoir accès finalement à ses mots de passe et juste de lui faire ses automatisations. Ou bien j'ai fait un petit mode-up, moi, un peu en notice Ikea. Tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, et après, tu me préviens quand c'est fait. Voilà, et ça permet aussi Ouais. Ouais, d'accéder aux éléments sans accéder aux outils. Et là encore, on revient sur la partie protection des données, cybersécurité, tout ça, le fait d'avoir le moins possible à gérer des comptes qui lui appartiennent et qui donnent accès à toutes ces données, c'est quand même bien. Ouais, voilà. Enfin, les modes, il y a de plus en plus d'outils qui font des modes opératoires, en effet, où vous pouvez envoyer au client ça vous fait des captures d'écran et vous pouvez écrire ce que doit faire le client et très pratique à envoyer aussi. Ouais, Et le en effet, transfert. le transfert ne peut ne pas se faire très très bien. De temps en temps, il y a des choses qui peuvent casser. Ouais. Mais du coup, n'hésitez pas à prévoir du temps. Alors, c'est effectivement un point, on en parlait un petit peu tout à l'heure dans le fait que le client, il arrive, il a une idée et tout ça, et on a tendance, je pense, on fait tous un peu ça, à se dire « Ah, ça va être rapide », et puis c'est vrai que ça va être vachement bien pour lui. Non, c'est jamais rapide. Et donc, prévoyez un peu de marge, effectivement,
sur toujours. ces sujets-là, tous les transferts et tout, toutes les réunions et tous les échanges justement de j'ai une idée, est-ce que tu peux me la rajouter pour le même prix? Prévoyez cette marge-là. Et les réunions de suivi, en fait, si vous faites une réunion d'1 heure toutes les semaines avec votre client, il faut bien qu'il ait conscience que c'est 1 heure où vous travaillez pas, enfin, il vous paye, mais vous avancez pas sur le projet, quoi. Yes. Après, on avait les impayés. Alors cette partie-là, moi, j'ai pas eu le cas pour le moment. J'ai pas eu à faire de recouvrement. Ouais, on croise les doigts, hein. C'est toujours pas donc tant qu'on n'a pas les cas là. Mais en tout cas, enfin, donc ce que j'ai, enfin, après on voit des sujets. J'ai vu quelques sujets passer par-ci par-là. Il y a des accompagnements qui commencent à naître aussi sur cette partie-là, des impayés. Et Ça qui, peut se du coup, peuvent transférer à des entreprises qui s'occupent effectivement de gérer tout ça. qui s'occupent de ça pour vous et qui vous aident grandement. En contrepartie, bien sûr, ils prendront une partie, mais et après, enfin, si vous arrivez là, c'est prenez des dispositions avant. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, vous commencez dès qu'il y a un souci qui commence à émerger, et ben, commencez à vous renseigner et pas au dernier moment, c'est beaucoup trop tard ou je ne sais quoi. Enfin, après moi, je Et parle de renseignez-vous aussi ça. dans ce que vous prenez, parce que moi, je sais que dans mon assurance responsabilité civile professionnelle, j'ai une partie assistance juridique et assistance aux impayés. Et donc, je trouve que c'est quand même rassurant de se dire qu'elle existe. Après, voilà, faut voir comment elle fonctionne quand on en a besoin, mais au moins, elle a le mérite d'être là. Ouais. Et Pierre dit, même si vous dites oui, dites ce que ça vous coûte et que vous l'offrez, ça donne de la valeur à votre travail. Ouais. On m'avait conseillé même de faire des factures barrées. Donc une facture où on dit ça coûte ça, mais c'était à 0. Et ça permet. Alors ça peut avoir 2 avantages aussi. Ça a un avantage de bien faire comprendre à votre client que vous lui avez offert quelque chose, et que c'est pas forcément, ça ne va pas forcément se reproduire à chaque fois qu'il va vous demander quelque chose. Et de lui faire prendre conscience de la valeur de ça. Et ça peut être intéressant aussi dans l'autre sens. Moi, ça m'est arrivé qu'on en demande pour des startups dans leur demande de financement. Ça leur permettait aussi de montrer qu'elles avaient bénéficié d'un accompagnement sur un sujet, et du coup de le comptabiliser dans la valeur de l'entreprise. Ouais. Ah oui, pas mal Dans des ça. dossiers BPI. Donc ça peut aussi, des fois, voilà, vous vous dites, il va mal le prendre si je fais ça. Ben, des fois, ça peut en fait être utile parce que ça lui permet dans ses dossiers de financement d'intégrer le fait qu'il est accompagné par un expert. Ouais, donc comme dit Xavier, c'est bien de montrer le vrai prix, voilà, enfin, montrer toujours, Exactement. C'est faire comme quand prendre vous conscience allez sur Airtable et que ça vous met que vous avez une cagnotte de X dollars, mais que vous avez quand même un compte qui paye tant par mois et que qu'est-ce qu'on avait? Dernier point. Comment pricer, c'est ça? ouais, vaste sujet pour les moins 10 minutes qui nous restent. Ouais, ouais, parce que, ouais, on a déjà bien dépassé, en fait, hein. À force, j'ai Ouais. même mais il y a ça va, No Code for Good, c'est à quelle heure? C'est un peu plus tard, je Ah crois. oui, on a le temps là, hein. Si tu veux aller jusqu'à No Code for Good, on a encore 1 heure devant nous. Non, ouais, je sais pas. Comment pricer? Alors ça, c'est toujours hyper complexe. Enfin, et moi encore, hein, enfin moi, ça fait que 1 an que je me suis lancé et j'ai toujours du mal à pricer, estimer et cetera. Enfin, alors je sais que moi, du coup, j'estime le temps que je vais mettre et je mets toujours, je mets toujours un peu au-dessus parce que déjà, finalement, je sous-estime toujours le temps que je mets. Je sais pas pourquoi, en me disant: «Ouais, je suis trop bon» et cetera. Enfin, ou je sais pas, j'en sais rien. Mais déjà, c'est clair que ça, très régulièrement, enfin, en tout cas, moi, très régulièrement, je me dis: «Ouais, je vais mettre tant de temps», alors qu'en fait, j'ai mis plus de temps, quoi. Donc déjà, ça, c'est clair que moi, je fais ça. Ensuite,
Donc moi, je suis plutôt sur la partie développement d'app, et cetera. Très souvent, je demande, comme on disait avant, un cadrage de projet. Donc c'est-à-dire, je demande à déjà, quand je demande à se dire: «OK, on va discuter vraiment de tout le process, on va poser tout le process, tout ce que vous voulez, et cetera», et ça déjà, moi je dis: «Bah, moi ça me prend», enfin on prend 1-2 jours, enfin suivant la complexité, et comme ça derrière je dis: «Moi je vous chiffre ça déjà, et après on pourra chiffrer en disant: "OK, moi j'ai plus de vision, je sais Mmh. exactement ce qu'on veut, vers où on va, et donc du coup là j'ai plus de vision pour chiffrer derrière." Moi je fais Mmh. souvent ça, ce qui me permet de, derrière, être plus serein, un peu plus serein, et pas en mode: «Ah OK, vous voulez ça, OK, bon, bah, moi j'estime à ça», et cetera. Mmh. Donc j'essaie de faire ça. Ah, Après, je sais pas toi, Claire, Ben, en fait, moi, alors je sais aussi que j'ai toujours tendance à sous-dimensionner mon chiffrage, clairement. Donc je rajoute aussi effectivement toujours un peu. Et après, alors pour l'instant, j'ai plutôt facturé au temps passé. Donc, je propose une estimation, mais par contre, j'explique, hein, j'ai un petit logiciel, sur mon ordi, et je déclenche des timers, je comptabilise. Donc je suis capable aussi à la fin du mois de leur dire: «J'ai travaillé sur ça, 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 ça», et d'ailleurs normalement dans les factures, il faut mettre le détail de ce sur quoi on a travaillé. Et en fait, moi je facture plutôt dans ce sens-là. J'ai eu beaucoup de mal du coup à fixer mon TJM au départ. Et là encore la communauté a été d'un grand soutien pour me dire que je n'étais pas assez chère, et pour me donner aussi des des des, mmh, des exemples, de pricing, pour me proposer des choses, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'avoir le retour de cette communauté. Donc ça m'a bien aidée de ce point de vue-là, pour estimer. J'arrive pas encore à faire, plutôt des missions, packagées où je vends un produit, et en prix one shot. Je sais que certains le OK. font très, très bien, que ça peut être très cher, mais voilà. Et puis après, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, je bosse beaucoup avec des petites entreprises et des associations qui sont très contentes de savoir qu'elles vont pouvoir lisser leurs dépenses, plus que le fait qu'elles vont avoir un super outil à la fin. Ouais, donc ouais, là-dessus, ouais, après, en effet, vous pouvez aussi, définir en disant, «Bah, je passerai tant d'heures, à bosser pour toi, et cetera, ça coûtera tant», et puis voilà, enfin, Mmh. et bah, ce mois-ci, je vais te délivrer ça, et puis voilà ce que je vais te délivrer, et cetera, quoi. Mmh. Donc Tu es à voir, incapable de enfin, faire quoi, Xavier? oh, il y a quelque chose que tu es pas capable de faire, Xavier? Ou Ouais, alors ouais, je suis excuse-moi, ça m'a tellement perturbée, Ah, le suivi ah, du temps. Ouais. ouais, Alors, moi, bah, du coup, moi, j'utilise Toggle, et je trouve que c'est pas mal parce qu'il se synchronise avec le calendrier. Donc déjà, ça permet d'avoir, avec le calendrier, et il met sur quelle application on était. Alors, bon, pas toujours évident parce qu'on fait beaucoup de choses dans le browser quand on est en freelance no code. Hem Mais moi, j'utilise aussi d'autres outils, Visual Studio Code, des outils comme ça. Bon, malheureusement, ça permet aussi de voir le temps qu'on passe sur Slack, mais mais voilà, ça permet aussi de faire ce suivi-là, et je trouve que ça facilite, quand même, et moi, ça me rassurait de pouvoir dire à mon client à la fin du mois s'il avait une question, «J'ai travaillé sur telle tâche et telle tâche», quoi. ouais. Donc je me suis accrochée à ça pour, avoir la rigueur de faire ce suivi de temps. Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile à faire, hein, enfin, moi Mmh. j'utilise ClickUp aussi, où il y a du suivi de temps Mmh. dedans, on peut faire du suivi de temps. Pierre Harvest, ah je connaissais pas, Harvest, Mmh. Ouais, OK. Harvest est bien aussi, ouais, je l'avais déployé dans le cabinet de conseil où je bossais. Ça marche bien aussi. Toggle est le plus connu en effet, enfin je pense Mmh. des outils de tracking, Mmh. mais ouais. Ouais, Cloudify, ouais, Faille, effectivement. Mmh. ouais, Alors ouais, alors après effectivement dans l'organisation du travail, il y en a qui passent d'un projet à l'autre sans arrêt dans la même journée, dans la même minute. Heu et puis il y a ceux qui essayent de sanctuariser des journées sur des projets. Moi j'oscille un peu entre les 2 pour l'instant. OK.
Et il y a Beckbenzen01 qui demande: «C'est pas flippant pour un client d'être facturé à l'heure sans savoir à l'avance quel est le tarif du goal, donc enfin de l'objectif?» Bah, tu donnes une estimation quand même, donc tu essayes de rester dans ton estimation. Mais ça permet aussi, de lui dire, ben, quand on disait, quand il y a du coup un besoin qui est pas parfaitement défini, bah, ça permet aussi de dire, quand il revient en disant: «Ah bah oui, mais ça, il va falloir rajouter ça, il va falloir rajouter ça», de réajuster, de dire: «Bah, écoute, moi, j'ai pas de problème à le rajouter, mais c'est ton chiffrage qui va avancer». Mais franchement, ils réagissent plutôt bien, parce que, soit ils ont un besoin très défini et là, effectivement, on peut partir sur quelque chose de plus carré. Souvent, c'est tellement pas clair pour eux qu'à la limite, ça les rassure plus qu'autre chose. Ouais, Alors en se après, disant, c'est pas forcément des missions où on dit, «Tu fais mon site internet et on se revoit dans 3 mois», hein. C'est pas forcément ce genre de non, mission où oui, là, effectivement, les gens s'attendent à ce qu'on dise, 2 000 et puis c'est réglé, quoi. ouais, oui. Non, non, mais après tu peux te dire enfin ou sinon tu découpes aussi, en disant: «Bah, là, on va faire ça» et puis, petit à petit, quoi, en disant tu Mmh. découpes, morceau par morceau en disant: «Voilà, en tant de temps, ça va être ça», Mmh. Ouais, puis tu as raison, Xavier aussi, c'est de la enfin, ça se construit aussi autour de l'échange avec le client, quoi. Ouais, Mmh. c'est oui, enfin et ça, c'est ce qu'on enfin, on l'a pas trop dit, mais échangez tout le temps avec vos clients. Enfin, Mmh. n'hésitez pas, montrez, soyez proactifs, soyez proactifs. N'attendez pas que le client vous relance sur un truc ou quoi que ce soit. Mmh. Non, envoyez-lui, enfin, dès que vous avez fait quelque chose, vous lui dites: «Bah, voilà, j'ai fait ça, je t'ai Mmh. rajouté ça» et cetera. Enfin, montrez-lui que vous faites des choses entre guillemets, enfin, Mmh. proactif et puis de voir en effet, après c'est à vous aussi de revenir vers lui en disant: «Écoute, bah, je me suis un peu planté sur l'estimation, ça prendra un peu plus de temps» et vous voyez comment il réagit, quoi. Mmh. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi, des relations de confiance qui se construisent dans la durée. Enfin, on peut avoir des toutes petites missions, qui vont être, des one shot et après on reverra plus le client et tout, mais j'ai l'impression que globalement dans la communauté, c'est assez rare. On a plus des clients, qui reviennent. En fait, enfin, sauf, ce que je disais, quoi, si on fait un site, je fais un site web et puis après je revois plus le client, quoi. Mais sinon, c'est quand même, plus des relations de confiance dans la durée et effectivement, c'est étonnant d'avoir des clients qui arrivent alors qu'ils ont pas encore clarifié leurs demandes. Mais, ben, on en parlait aussi dans un des lives, c'est Vince qui disait: «Moi, j'ai des clients qui viennent, et qui disent, "Je veux un espace Notion"». D'accord, mais pour faire quoi? Bah, j'en veux un. OK, mais et des fois, voilà, c'est un peu, bah, comme on a eu, je veux mon chatbot, je veux mon intelligence artificielle. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire avec, mais ils la veulent, quoi. Et voilà, et c'est Est-ce vrai qu'il a entendu qu'ils parler ont l'impression que effectivement c'est clair, mais c'est pas clair, quoi. d'où la Mmh. nécessité enfin moi, d'où ce que je fais souvent, c'est quand même dire, «OK, on se pose un peu, on discute ensemble, on prend du temps ensemble, on échange sur le projet. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que enfin, pourquoi? Vers où on Mmh. s'oriente? Quelle est la raison? Quel est l'objectif? Et comment, enfin, comment vous travaillez? Comment?» et cetera et tout Mmh. ça de bien le poser en amont. Mmh. Et ouais, petit conseil de Pierre là, super intéressant. Garder des traces Garder des des échanges. échanges, des traces des échanges, important. Mmh. Ah, les 5 pourquoi, ouais, Ne ça serait-ce existe. que pour s'y référer soi-même, des fois, on se dit: «Je sais qui m'en a parlé, mais je sais plus quoi, je sais plus où». Et ouais, et Ouais, pourquoi? exactement. Et ben, c'est pas mal, non? Je pense qu'on a Se fait un plaindre, c'est beau tour. ben, oui, oui et non, en fait, Beck-Benzen, ça dépend, ça dépend. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est soit un engagement de moyens, soit un engagement de résultat. Mmh, Soit tu dis: «Je m'engage à faire ton site internet», soit tu dis: «Je m'engage à tout mettre en œuvre, pour, te servir dans ce délai-là», et enfin, en gros, on dit dans les projets en général qu'il y a 3 notions: la qualité, le coût et le délai. Et que tu peux pas, faire varier les 3 dans le même sens en même temps, quoi. Donc tu en fixes un, soit tu fixes le coût et dans ce cas-là, ce qui va varier, c'est la qualité ou le délai. Soit tu fixes la qualité et dans ce cas-là, c'est le coût et le délai qui vont varier. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche.
Et en fait, on peut pas tout fixer. Enfin, ça existe, hein, des projets au forfait où on fixe, voilà, on veut tel niveau de qualité, tel niveau de coût et tel délai. Et là, on fixe tout. Et par contre, là, on passe un sacré moment à tout écrire avant et à définir, même, j'ai envie de dire, si on dit, bah là, je dois avoir un bouton pour lancer un stream, il faut vraiment qu'on définisse ça veut dire quoi lancer un stream, quoi. Et alors là, il faut rentrer et Donc le là, cadrage, souvent, du coup, a un vrai coût. on va parler du coup derrière de cahier des charges, ce Mmh. que, enfin, on fait pas, enfin, il y a très peu de clients qui vont vous fournir un cahier des charges, quoi. Enfin, un Mmh. cahier des charges, en effet, comme dit Claire, là, on rentre dans plutôt des gros projets où, en effet, il y aura un vrai cahier des charges, mais là, on rentre dans des budgets, enfin, c'est pas les mêmes, enfin, on parle pas d'un Mmh. petit projet, là, dans ce cas-là. Et souvent, du coup, vous serez pas tout seul, normalement, sur des projets Mmh. comme ça. Mmh. Et Pierre dit, si le client met 3 semaines à Ah oui. répondre à la moindre question, du coup sa responsabilité est quand même, pas mal engagée. Et d'ailleurs, effectivement, faut pas oublier que, quand on travaille sur plusieurs missions, se remettre dans une mission sur laquelle on n'a pas touché depuis 3 semaines, bah, ça demande aussi de l'énergie pour tout se remettre en tête. Mmh. Et donc, bah, du coup, ça fait que ça prend plus de temps. Après, je suis d'accord avec toi, ça peut, si jamais tu lui as dit: «Il y en a pour 3 jours» et que finalement tu mets 3 mois, c'est sûr qu'en termes de réputation, tu démarres mal. Et donc c'est là où on dit: «Bah, faut prendre des marges». Et en fait, à la limite, il vaut mieux se mettre d'accord avec lui sur un peu plus et tant mieux s'ils ont fait un peu moins. Mais c'est pas toujours, Toujours. Bah, évident. si tu «surdélivres» entre guillemets, c'est toujours ce qu'il y a de mieux parce que le client, il va être surpris et cetera, donc tant mieux. Après toi, du coup, tu t'ajusteras peut-être un peu plus, mais Mmh. et où finalement tu diras: «Ah bah tiens, je vais faire ça en plus» entre guillemets et comme ça va être dans le même délai, je vais pouvoir faire un petit truc en plus pour le client, il va être hyper content parce qu'il me l'avait demandé et moi je lui avais dit: «Ouais, mais non, ça rentrera pas» ou je sais pas quoi. En fait, tu Mmh. t'aperçois que, bah, tu as réussi à passer le truc, bah, passe-le. Hop, puis Mmh. après comme on a dit, tu dis au client: «Ah bah, je vous ai offert ça en plus». Voilà et ça va toujours favoriser la relation. Mais après Mmh. derrière, si tu annonces enfin, si tu as un échange récurrent avec le client, normalement ça va plutôt bien se passer. Après, comme dit Pierre, le problème que tu peux avoir, c'est le client qui te répond pas ou des choses comme ça. Bah, là, enfin, c'est pas par rapport à toi qui, dit, «Bah, ouais, enfin, moi, je vous ai demandé ça il y a tant de temps, je vous ai relancé 2 fois, vous m'avez pas répondu» ou après, vous avez dit répondu A, puis après c'était B et après, en fait, C. Enfin, voilà. Donc tout ça peut faire aussi que si vous avez pas bien cadré dès le départ, ça peut atterrir là-dessus et cetera, quoi. Et du coup, ça me fait penser à un sujet qu'on a complètement zappé dans cette histoire, c'est les collectifs de freelance aussi. On a parlé des sociétés de portage, on a parlé des différents statuts, mais pas des collectifs. Il y a donc des freelances qui se regroupent en collectif pour prendre des missions à plusieurs. Et dans ces collectifs, il y a parfois des gens qui sont plutôt orientés produits, orientés cadrage, et qui du coup peuvent faire cette partie cadrage, relation avec le client. Et ça peut être aussi une bonne opportunité de ne pas être tout seul, en tout cas, pour dire non au client quand il y a besoin de lui dire non. Et je trouve que ça peut être très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a ça et on n'en a pas trop discuté, mais si vous êtes plutôt, spécialisé dans des outils et cetera, n'hésitez pas aussi, pour trouver les missions, à contacter des agences, en fait. Mmh. Les agences qui, elles, auront sûrement plus d'entrées de projets et cetera et qui peuvent rechercher Des des freelances. leaders, des freelances pour construire les projets et cetera. Donc n'hésitez pas aussi à les contacter tout simplement en disant: «Bah, voilà, moi, je sais faire, enfin, je suis spécialisé, sur, Airtable, sur, je sais pas quoi, sur Bubble, sur, WeWeb et cetera et dites, bah, moi j'ai du temps disponible si vous voulez et enfin et ça peut, déjà aussi, vous amener quelques missions. Mmh. Et n'hésitez pas à venir vous faire mentorer ou à mentorer dans la guilde pro Oui ou ailleurs. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui font du mentorat. et en effet, comme dit Pierre, sachant que les agents cherchent vraiment les plus seniors parce qu'en effet, ils Mmh. cherchent plutôt des gens qui se lancent donc ça peut être une bonne opportunité dont on n'avait pas parlé quand vous cherchez des missions, à vous Mmh. lancer. N'hésitez pas, vous allez, par exemple, il y a un truc tout bête, hein, c'est sur les outils, souvent on parlait des agences et cetera, enfin, du compte agence. Souvent les comptes agences, du coup, vont être référencés sur les outils. Donc vous Mmh. pouvez, il y a une base agence sur les outils, allez les chercher et franchement, contactez-les, c'est pas grave, enfin.
Ça ne coûte rien, mais au moins, ça vous donnera potentiellement des missions. Donc, pas besoin d'être un expert absolu, effectivement. Oui, c'est pareil. Quand est-ce qu'on est expert? Telle est la question aussi. Je pense qu'il y a du temps avant d'être expert sur un outil, moi, par exemple. On peut être absolu avant d'être expert. Ouais, voilà. mais oui, tout à fait. Oui, les éditeurs aussi, en effet, parce que les éditeurs, eux aussi, peuvent vous renvoyer. Soit vous êtes en agence, en free aussi, vous êtes inscrit en tant que free sur l'éditeur, et eux, ils vont pouvoir aussi vous reverser des missions de temps en temps. Donc, voilà. Mais écoute, je sais pas, d'autres questions? On a mis 1h30 finalement. Je savais qu'il y avait trop de points. De toute façon, c'est toujours un gros sujet, quoi. Ah bah voilà, c'est parfait. Ah ouais, d'accord. Non, mais pour devenir expert sur l'outil en 6 heures, bah non. Sur Make, ça va. Ok. Envoie-le vers la Make Academy. Je pense que déjà, il y a plus de 6 heures de formation pour avoir le niveau 5 de certif. Ouais, voilà, exactement. Parce que 6 heures pour un outil et expert et maîtrise parfaite, bah dis donc, c'est magnifique. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est parce que c'est du no-code. Attends, c'est hyper simple. Enfin, le no-code, quoi. C'est le no-code, quoi. Tu fais pas de code, c'est hyper simple. Enfin bon. Ça, c'est toujours. Voilà. Du coup, Pierre, tu l'as renvoyé vers la formation Sales et du coup, tu n'as plus de nouvelles depuis, c'est ça? Alors, est-ce que Xavier a réussi à faire de FX un expert avec une maîtrise parfaite de Xano en 6 heures, plus ou moins? C'est la question du prochain challenge. Non, mais c'est clair que, pour moi, devenir expert, faut passer des heures et des heures dessus, avoir des centaines de use cases. En 2 heures, ouais, on a fait un live de 2 heures et c'était bon, c'était réglé. C'était le challenge. Ouais, voilà. Oui, puis si déjà il n'arrive pas à faire les certifications Make, si déjà il n'arrive pas à se concentrer pour faire des certifications Make, c'est pas la peine de passer du temps, quoi. Non, mais c'est ça. Déjà, ouais. Après, en effet, on n'a pas parlé des certifs et tout, mais c'est sur certains outils qu'ils proposent, c'est aussi une manière de se former avec toutes les vidéos qu'ils proposent, etc., quoi. Et ça permet aussi de le dire à son client. Je suis certifié Make. Ça peut. Et du coup, on parle bien de certifié et pas d'expert, de choses comme ça. Mais c'est le travail d'une vie, d'accord. Pour moi, expert, c'est tout au-dessus. Il suffit de revenir dans la communauté et de voir les questions et de se dire « Ah, celle-là, je ne sais pas y répondre » pour savoir qu'on a encore des choses à apprendre. Parce que même, il y en a certains qui disent « Faut pas utiliser cet outil-là si vous voulez faire ça. » Donc voilà. Non, mais je pense que c'est Fred qui avait le mieux résumé la situation. Il a dit c'est pas un bug de l'outil, c'est toi le bug, Claire. Voilà. Ouais. Donc. Non, mais exactement. Donc, se proclamer expert, c'est compliqué. Après, se dire ouais, je commence à maîtriser entre guillemets. Voilà, je maîtrise peut-être, mais après, pareil, maîtrise parfaite. Je veux dire. Il y a toujours des use cases que tu n'auras pas vu, des choses comme ça qui vont apparaître et tu n'auras jamais fait et tu découvriras toujours. En tout cas, je parle pour ma part, mais après, c'est une question de personnalité. Ah, j'ai de la visite. Ah. C'est une question de personnalité aussi, comme disait Pierre tout à l'heure. Il y a des gens qui arrivent à vendre des gros montants, indépendamment du temps que ça prend, mais tout le monde ne fait pas ça, quoi. Tu dis bonjour. Regarde, il y a 15 personnes qui te regardent, Estelle. Hello, coucou, Estelle, future no-codeuse, c'est cool. Voilà. Ouais, c'est top, génial. Et après, voilà, comme quoi on vient, il y a aussi une autre expertise. C'est aussi le travail de toute une vie.
Voilà, ouais, de longues, longues années pour le coup. Ah là là. Et c'est vraiment terrible cette croyance que nos outils, c'est facile, magique, une modif peut être effectuée en un tour de magie, ne nécessite pas de surfacturation, on a le problème, bah, ouais, exactement. C'est vrai qu'on se dit, ah, on entend parler, enfin, le client a entendu parler: «Ah, le no-code, c'est «facile» entre guillemets» ou des choses comme ça, enfin, on vend le no-code comme facile ou je sais pas quoi et alors que pas du tout, enfin, ça reste de la technique, enfin, moi, j'étais ingénieur de base et je me suis reconverti là-dedans et voilà, enfin, j'ai dû apprendre et j'apprends toujours. Donc dire: «Ah ouais, ah mais tu as juste à faire ça, c'est bon, vas-y, fais-le». Bah, OK, bah, vas-y, fais-le à ma place et puis on voit, on en reparle après derrière, si tu veux. Mais heu, mais oui, enfin, enfin, il faut cadrer, enfin, Mmh. faut montrer. Les Ouais. bonnes pratiques, les fameuses bonnes pratiques, les astuces. Ah, formez-vous au process, hein, Xavier? Posez les process, dessinez les process, tout ça. Déjà ça va vous aider aussi. C'est, toute une, tout un art aussi. Il y a d'autres sujets ou pas dont vous voulez discuter, hein? Dans le chat, là? C'est déjà bien actif, hein? Il y a encore du monde, hein, même après, 19? Non, c'est pas possible. Si? 19 personnes? Non? Il y a une formation incroyable. Ouais, c'est ça. Non, mais typiquement, alors, essayez sinon faites, enfin, moi, par exemple, en effet, donc on parle de ça, mais j'ai dit à Xavier, j'avais contacté Xavier au tout début quand je me suis lancé en disant: «Écoute, Xavier, j'ai un problème», enfin, c'est un des premiers projets que je fais, là, moi je ferais ça comme ça et tout, heu, enfin, qu'est-ce que tu en penses? Et là il me dit: «Tu es dispo ce soir?» J'ai fait: «Bah ouais, bah vas-y on fait un live» et OK, bah du coup on a fait un live, direct sur, bah comment, faire un projet et cetera. Donc Mmh. aussi n'hésitez pas à lancer, enfin contacter les gens, les plus «seniors» entre guillemets, enfin ceux que vous pensez qui sont plus à même de répondre à vos questions et à échanger avec eux. Enfin la plupart du temps, ils seront hyper contents de vous répondre. Parce qu'ils Mmh. étaient dans votre situation il y a quelque temps, donc Mmh. ou il y a «longtemps» entre guillemets, mais ils seront toujours enfin, surtout sur No Code France, ils seront hyper enfin c'est une communauté hyper bienveillante, donc ils seront toujours contents de vous répondre et d'échanger. Ouais, en fait, j'avais prié Xavier exactement, c'est un peu mais il faut pas trop lui dire non plus parce qu'après, Ça retourne à nouveau au mais mais sacrifice dans le chat. mais 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 de toute façon, maintenant, j'ai quelque chose pour le faire retomber sur terre, donc qui est sur mon bureau, il le sait très bien, donc ça va. Un sacrifice, ouais, c'était un sacrifice de pizza, ouais. Tout à l'heure, le live Coda, c'était un sacrifice de pizza en disant que ça m'a parler de pizza, de salade et tout, enfin bon. Mais ouais, plus aucun respect. Beh si, mais bien sûr que si. Toujours, toujours. Mais même Pierre, hein, moi, enfin, je suis impressionné par Pierre, par exemple, qui est présent sur le Slack, tellement partout et cetera, tout surveiller. Enfin, bravo Pierre, hein, c'est pareil, hein. Ça, c'est aussi Mmh. une certaine expertise, hein, là. Il y a de la maîtrise, hein. Il y a de la maîtrise de Slack, de gestion de la communauté, bravo. Mais ce qui sont des soft skills en soi, hein, donc Mmh. qui sont un développement de compétences à côté. Mais voilà, ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide. Enfin, franchement, enfin, contacter les gens, et cetera. Enfin bon, ils vous répondent pas, mais il y a très peu de chances. Enfin, moi, toutes les personnes que j'ai contactées sur No Code France en leur posant des petites questions, ils m'ont répondu. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Non, les clients ont pas de. Enfin, moi, j'ai pas eu trop ce problème-là. Alors en plus, j'ai des discussions assez ouvertes avec mes clients là-dessus, étant donné que je peux leur proposer de coder aussi.
En général, j'ai pas cette problématique-là parce que ça leur permet aussi, pour peu qu'ils aient quelqu'un qui s'y intéresse un petit peu, de reprendre. Et moi, j'ai toujours un peu à cœur de faire en sorte que si jamais demain je décide d'arrêter ou quoi, qu'ils soient capables de reprendre le travail que j'ai fait. Et du coup, ça permet, au contraire, je trouve que ça leur permet une meilleure appropriation. Alors, il y en a même qui se disent que du coup, ils vont pouvoir tout refaire en une semaine, mais qui s'emballent un petit peu. Mais je trouve qu'ils sont plutôt ouverts là-dessus. Au contraire. Et Xavier, en effet, pour ça, tu as très bien répondu. Parce que ça m'énerve un peu de dire sous-coding, etc. Bref. Et en effet, la table ronde, moi, j'aurais bien aimé la voir parce que j'étais un peu occupé. Et je ne sais pas s'il y a un replay ou pas qui était prévu. Je sais même pas, j'ai même pas vu sur No Code Summit. Mais j'aurais bien aimé la voir. Ouais. Et Pierre, ouais. Ouais, j'étais occupé. J'étais un peu occupé. Et toi aussi, tu étais occupé apparemment, Pierre, pendant la conférence. Ouais. Oui, parce que du coup, ils savent que s'ils ont une petite modification à faire, ils vont pouvoir la faire eux-mêmes. Et rappeler que s'ils ont un gros problème. Donc oui. Souvent, il y a pas mal d'associations. On parle notamment des associations, par exemple, qui ont fait développer des outils et qui le regrettent après parce qu'en fait, ils sont à chaque fois en train de rappeler l'agence ou le développeur qui l'a fait. Et en fait, ça leur coûte une blinde parce qu'à chaque fois, il faut payer. Alors que maintenant, avec ces outils-là, ils peuvent intégrer tout le savoir, quoi. Donc, ça a aussi un énorme avantage quand même. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un, effectivement, qui soit prêt à le faire dans l'équipe. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu aussi beaucoup d'entreprises qui se lancent, qui ont fait ça avec des stagiaires. Et en fait, c'est même pas maintenable, quoi. Donc, du coup, c'est effectivement, le fait de reprendre, c'est le fait qu'ils soient capables d'avoir la main au moins sur une partie, c'est un énorme avantage. En tout cas, moi, c'est un des avantages que je mets en avant, quoi. Et il y a aussi effectivement toute l'infrastructure à maintenir quand il y a du dev. Et moi, je trouve que c'est un avantage pour le client et pour soi de ne pas être bloqué là-dedans, quoi. Yes. Bien. Et Mais finalement, on dépasse bien là. Ouais, on va peut-être s'arrêter là et puis comme ça on a le temps de prendre un petit goûter avant le live No Code for Good sur le fonds d'abondement. Donc No Code for Good, on en a pas mal parlé et ils sont en train de lancer un fonds d'abondement qui permet de payer la moitié du no-codeur et qui paye l'autre moitié. Et donc ça peut être aussi un énorme coup de pouce pour se lancer pour les projets à impact et pour les no-codeurs. Donc, moi, je ne rate jamais le goûter, Pierre. C'est les parents, ça. Ça, toujours. Dès qu'on a des enfants, c'est goûter. C'est le retour du goûter. C'est pour ça qu'Estelle venait me chercher, tu vois. C'était pour le goûter. On va y goûter. Allez. Et non, ouais, donc n'hésitez pas à No Code for Good pour vous lancer et tout. C'est vraiment super. C'est génial. Et en effet, là, avec ce qu'ils lancent en plus, ça va aider encore plus les projets à se lancer. Donc voilà, allez jeter un œil. Bon, écoute, c'est bon pour toi, Claire? Ouais, c'est bon pour moi. Il faut que tu ailles goûter. Donc, il faut que j'aille goûter. Ouais. Alors, je vais tenter ce que Pierre a dit tout à l'heure. Normalement, si on appuie sur le bouton, on peut lancer le jingle. Donc, si ça coupe brutalement, des réclamations sont pour Pierre. À la prochaine. Un grand merci. Encore bon anniversaire à No Code France. Et puis à très bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao.